Il y a un miroir dans votre vie en ce moment, et il vous renvoie un reflet déformé de la réalité. Vous le consultez chaque jour, faisant confiance à ce que vous voyez, sans jamais réaliser que la glace a été soigneusement déformée par quelqu'un qui prétend vous aimer. Il ne s'agit pas d'entités surnaturelles ou de méchants de films d'horreur. Il s'agit des gens assis en face de vous à table, partageant votre lit, se disant vos plus proches amis. Les démons qui marchent parmi nous ne portent pas de trident et ne crachent pas du feu. Ils apportent des fleurs et parlent d'une voix douce. Et, lorsque vous comprenez enfin qui ils sont vraiment, ils ont déjà volé des morceaux de votre âme. Ce soir, nous allons dévoiler 5 signes incontestables prouvant que vous avez affaire à l'un de ces prédateurs. 5 signaux d'alarme qui pourraient vous éviter des années de tourmente psychologique. 5 clés pour reconnaître la personne qui vous détruit méthodiquement tout en portant le masque de quelqu'un qui tient à vous. Si vous avez déjà eu l'impression de perdre la raison dans une relation, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous vous sentez plus petitaine et plus épuisé après avoir passé du temps avec quelqu'un censé vous élever, alors ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait être les 20 minutes les plus importantes de votre vie. Ne partez pas. Ne sautez pas un mot. Chaque phrase compte, car quelque part dans ce récit, vous allez reconnaître quelque chose qui vous glacera le sang. Vous verrez votre propre histoire vous être renvoyée, et à ce moment-là, vous comprendrez enfin pourquoi vous avez l'impression de vous noyer à ciel ouvert. Avant de révéler ces signes, nous devons comprendre pourquoi nous tombons d'abord sous l'emprise de ces prédateurs humains. Pourquoi des personnes intelligentes et capables se retrouvent-elles piégées dans des relations qui les vident peu à peu? La réponse repose sur 2 aspects fondamentaux de la nature humaine que ces démons exploitent avec une précision chirurgicale. Premièrement, nous sommes câblés pour l'empathie. Nos cerveaux sont conçus pour se connecter, faire confiance, accorder le bénéfice du doute. Lorsqu'on nous montre de la gentillesse, nos circuits neuronaux s'illuminent d'ocytocine et de dopamine, créant des liens chimiques qui ressemblent à la sécurité et à l'amour. Ces manipulateurs comprennent cela mieux que bien des neuroscientifiques. Ils savent exactement sur quel bouton appuyer pour inonder votre système de substances qui font du bien, créant une dépendance à leur présence aussi réelle qu'une addiction à n'importe quelle drogue. Deuxièmement, ils arment le renforcement intermittent, le même principe psychologique qui rend le jeu d'argent si addictif. Imaginez-vous assis devant une machine à sous qui paie juste assez souvent pour que vous continuiez à tirer le levier. Vous ne savez jamais quand tombera la prochaine récompense, alors vous jouez, convaincu, que le prochain tour sera le bon. C'est exactement ce que ces prédateurs émotionnels font à votre cœur et à votre esprit. Ils vous donnent juste assez d'affection, juste assez de validation, juste assez d'espoir pour que vous restiez investi dans une relation qui vous détruit méthodiquement. Pensez à la façon dont fonctionne un casino. Les lumières, les sons, le jackpot occasionnel, tout est conçu pour vous faire jouer bien au-delà du raisonnable. Ces démons humains créent le même environnement dans votre vie émotionnelle. Ils vous ont étudié, ont appris vos déclencheurs et savent exactement comment vous faire tourner ces rouleaux, à la poursuite d'un gain qui ne viendra jamais. Maintenant que vous comprenez le piège psychologique, examinons le premier signe indiquant que vous avez affaire à l'un de ces prédateurs. Il est subtil, insidieux, et il vous arrive probablement en ce moment même sans que vous en ayez conscience. Le premier signe est le vampirisme énergétique, et c'est exactement ce que cela évoque. Ces personnes ne se contentent pas de drainer vos réserves émotionnelles. Elles aspirent littéralement votre force vitale, vous laissant l'impression d'avoir été percuté par un camion, tandis qu'elles semblent rayonner d'une vitalité renouvelée. Mais ce qui rend cela si dangereux, c'est que ce n'est pas immédiat. C'est une hémorragie lente et régulière de votre énergie essentielle que vous ne remarquez peut-être que lorsque votre réservoir est déjà vide. Imaginez la scène. Vous passez une excellente journée. Vous vous sentez équilibré et plein d'énergie. Puis cette personne vous appelle, ou débarque chez vous, ou vous croisez son chemin au magasin. En quelques minutes, une lourdeur étrange s'abat sur vous. Vos épaules semblent peser des tonnes. Un mal de tête sourd commence à marteler derrière vos yeux. Quand l'échange se termine, vous êtes physiquement épuisé, émotionnellement vidé, sans pouvoir l'expliquer. Pendant ce temps, l'autre déborde d'énergie. Son regard est plus vif, sa voix plus animée.
On dirait qu'il ou elle a absorbé toute la vitalité qui vient de vous échapper. Souvent, cette personne vous dira combien elle se sent mieux après vous avoir parlé, combien vous trouvez toujours les mots justes, à quel point passer du temps avec vous recharge ses batteries. Ce qu'elle omet de dire, c'est que ces batteries se rechargent avec votre force vitale. La différence clé entre une fatigue sociale normale et le vampirisme énergétique, c'est la réciprocité. Les relations saines impliquent un échange naturel d'énergie. Parfois, vous avez besoin de soutien, parfois vous le donnez. Avec un vampire énergétique, le flux est toujours unidirectionnel. Vous donnez, il ou elle prend, et ce déséquilibre devient le socle de toute votre relation. Voici un test diagnostique pour savoir si vous êtes face à un vampire énergétique. Avant votre prochaine interaction avec cette personne, évaluez votre état physique et émotionnel. Notez votre niveau d'énergie de 1 à 10. Observez votre corps. Êtes-vous détendu ou tendu? Pensez-vous clairement ou sentez-vous de la brume mentale? Après avoir passé du temps avec elle, refaites l'évaluation. Si vous êtes systématiquement vidé, si votre énergie chute de plusieurs points, si vous avez besoin de récupérer de l'interaction, vous n'avez pas affaire à une personne ordinaire. Vous faites face à quelqu'un qui a appris à se nourrir des autres. Ces vampires ont perfectionné l'art de faire passer leur alimentation pour de l'attention. Ils monopolisent les conversations sous prétexte de solliciter vos conseils. Ils déversent leurs problèmes sur vous tout en manifestant peu d'intérêt pour les vôtres. Chaque histoire que vous racontez devient la rampe de lancement de leur propre récit. Ils ont compris que la manière la plus efficace d'extraire votre énergie est de vous faire sentir utile, valorisé et spécial, jusqu'à l'instant où ils obtiennent ce qu'ils sont venus chercher. Le deuxième signe nous fait passer du vol d'énergie individuelle à la destruction sociale. L'isolement stratégique est sans doute le comportement le plus calculé que ces démons emploient. Ils visent à vous rendre totalement dépendant d'eux en détruisant systématiquement toutes les autres relations importantes de votre vie. Il ne s'agit pas de l'isolement dramatique et évident que vous imaginez. Ils ne vous interdisent pas de voir vos amis ou votre famille. Ce serait trop flagrant, trop facile à reconnaître comme abus. Ils mènent plutôt une campagne sophistiquée de guerre psychologique, qui vous pousse à vous retirer volontairement. Ils deviennent des ciseaux sociaux, coupant avec soin les fils qui vous relient à votre réseau de soutien, jusqu'à ce que vous flottiez seul dans leur toile. La campagne commence subtilement. Ils émettent des observations apparemment innocentes sur vos proches. As-tu remarqué que ta sœur t'a interrompu 3 fois pendant le dîner? Elle ne semble pas respecter ce que tu dis. Ton amie Sarah ramène toujours la conversation à elle, non? Je me demande si elle t'écoute vraiment. Ces remarques sont des graines plantées pour germer plus tard en doute et en ressentiment. Ils provoquent de fausses urgences qui coïncident mystérieusement avec vos engagements sociaux importants. Brusquement, ils vivent une crise juste avant l'anniversaire de votre mère. Ils se sentent déprimés et ont besoin de vous alors que vous êtes sur le point de partir au mariage d'un ami. Ils ont une attaque de panique quelques minutes avant le déjeuner prévu avec votre sœur. Chaque fois, vous devez choisir entre être là pour eux ou honorer vos autres relations. Et ils veillent à ce que choisir les autres équivaille à les abandonner dans leur heure la plus sombre. Permettez-moi de vous parler de Bella, une femme pétillante qui menait une vie sociale riche, pleine d'amis, de réunions familiales et d'activités communautaires. 6 mois après avoir rencontré Marcus, son monde s'était réduit à la taille de son appartement. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. D'abord, Marcus était mal à l'aise lors des rassemblements. Alors Bella partait plus tôt pour s'occuper de lui. Ensuite, il faisait des crises d'angoisse quand elle prévoyait des sorties sans lui. Alors elle annulait pour éviter de le bouleverser. Quand les amis appelaient, il écoutait sa moitié de conversation puis soulignait qu'ils ne la contactaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. En moins d'1 an, le téléphone de Bella ne sonnait plus. Ses amis s'étaient lassés des annulations et des appels restés sans réponse. Sa famille se fatiguait de ses excuses à répétition. Elle se retrouva dans un monde où Marcus était sa seule source d'interaction sociale, de soutien émotionnel et de validation. Elle ne s'en rendait pas compte, mais elle était devenue prisonnière d'une cellule bâtie par son propre désir d'être une bonne partenaire. L'isolement sert plusieurs objectifs à ces manipulateurs. Premièrement, il élimine les points de vue extérieurs qui pourraient vous aider à voir la relation clairement. Les amis et la famille qui vous aiment repèrent souvent la manipulation que vous êtes trop proche pour percevoir.
Deuxièmement, il vous rend complètement dépendant du manipulateur pour des besoins émotionnels auparavant comblés par plusieurs personnes. Troisièmement, il élimine les issues de secours. Quand vous n'avez plus personne vers qui vous tourner, partir devient infiniment plus effrayant. Prenez un instant pour réfléchir à votre propre cercle social. Combien d'amis proches aviez-vous il y a 2 ans? Et combien aujourd'hui? À quelle fréquence voyez-vous votre famille? Combien de vos relations ont été affectées par les besoins, les opinions ou les crises de cette personne? Si vous remarquez un schéma de retrait, si votre monde s'est rétréci depuis son arrivée, vous n'êtes pas trop sensible. Vous êtes politiquement isolé. Une fois qu'ils ont drainé votre énergie et vous ont isolé de vos soutiens, ces démons passent à leur troisième tactique dévastatrice, la distorsion de la réalité. C'est là qu'ils commencent à détruire systématiquement votre capacité à faire confiance à vos propres perceptions, souvenirs et expériences. Ils transforment votre esprit en un miroir déformant, où rien n'est vraiment ce qu'il paraît. Le gaslighting est leur arme de choix, et ils la manient comme des maîtres artisans. Ils font des promesses, puis nient les avoir faites. Ils réécrivent l'histoire pour faire de vous le coupable dans les récits où vous étiez clairement la victime. Ils transforment vos préoccupations légitimes jusqu'à ce que vous finissiez par vous excuser d'en avoir parlé. C'est comme vivre dans une machine à brouillard, diffusant confusion et doute de soi 24 heures sur 24. Le processus commence généralement par de petites incohérences. Ils vous disent qu'ils appelleront à une heure précise. Puis, quand ils ne le font pas, jurent ne jamais l'avoir dit. Ils s'engagent à venir à un événement, puis font les surpris quand vous leur rappelez. Lorsque vous soulignez ces écarts, ils vous regardent avec une véritable confusion, comme si votre mémoire vous trahissait. « Tu es sûr que j'ai dit ça? Je n'aurais jamais promis. Je savais que je devais travailler. Peut-être as-tu mal compris. » Vous remettez en question vos souvenirs de conversations, d'événements. D'accord, vous vous surprenez à dire « Je croyais que tu avais dit » ou « J'aurais juré que tu m'avais dit » de plus en plus souvent. Votre confiance en vos perceptions s'effrite, et ils sont là pour vous rattraper, se positionnant comme le narrateur fiable de votre réalité commune. Le timing de ces distorsions est crucial. Elles surviennent presque toujours quand vous êtes vulnérable émotionnellement, physiquement fatigué ou stressé par autre chose. Vos défenses cognitives sont alors affaiblies, et ils frappent avec précision. Ils savent que, quand vous êtes épuisé par une longue journée ou bouleversé par un souci professionnel, vous accepterez plus facilement leur version des faits que de vous battre. Ils intensifient progressivement le gaslighting. D'abord, ils contestent de petits détails. Ensuite, ils nient des conversations entières. Finalement, ils réécrivent des événements majeurs de votre histoire commune, vous faisant passer pour l'agresseur dans des conflits où vous vous défendiez, ou pour l'inconscient quand vous étiez parfaitement rationnel. Ils transforment vos forces en faiblesses, vos vertus en défauts de caractère. L'antidote à ce terrorisme psychologique est la documentation. Tenez un journal privé des conversations, accords et incidents. Ne le leur dites pas. Ils trouveraient le moyen de vous convaincre que vos notes sont fausses, que vous êtes paranoïaque, ou que consigner vos échanges prouve votre instabilité. Notez ce qui a été dit, quand et comment vous vous êtes senti. Or, quand ils tenteront de réécrire l'histoire, vous disposerez d'un compte-rendu de ce qui s'est vraiment passé. Souvenez-vous, les relations saines clarifient la vérité. Elles ne l'embrouillent pas. Quand il y a un malentendu entre des personnes qui tiennent l'une à l'autre, elles travaillent ensemble pour comprendre ce qui s'est produit et éviter que cela se reproduise. Elles ne vous font pas passer pour fou folle parce que vous relevez des incohérences. Si vous êtes constamment confus sur la réalité de votre relation, si c'est toujours vous qui vous trompez ou comprenez mal, vous ne perdez pas la tête. On vous pousse délibérément à la folie parce que quelqu'un profite de votre confusion. Le quatrième signe est peut-être le plus destructeur psychologiquement, car il crée une dépendance au chaos. Le changement de personnalité Jekyll et Hyde est conçu pour vous maintenir dans un état constant de coup du lapin émotionnel, sans jamais savoir quelle version de la personne vous allez rencontrer l'instant d'après. En public, elle est charmante, spirituelle, attentionnée. Elle se souvient des prénoms de vos amis, apporte des cadeaux au dîner, dit tout ce qu'il faut lors des réunions. Les autres la voient comme le partenaire idéal, l'ami parfait,
la personne qui gère sa vie à la perfection. Vous commencez à vous sentir la personne la plus chanceuse du monde de l'avoir à vos côtés. Mais dès que vous êtes seul et avec elle, l'interrupteur bascule et vous faites face à quelqu'un que vous reconnaissez à peine. À huis clos, elle devient froide, critique, cruelle. Elle démolit votre apparence, votre intelligence, vos rêves, votre caractère même. Elle exhume chaque erreur que vous avez commise, chaque insécurité confiée, chaque vulnérabilité révélée. Elle vous fait vous sentir sans valeur, stupide, fondamentalement défectueux. Puis, juste avant que vous ne craquiez, elle redevient tendre, repentante et dévouée. Ce schéma crée ce que les psychologues appellent le renforcement intermittent, l'emploi le plus addictif de récompenses et de punitions connu des sciences du comportement. C'est le même principe qui rend le jeu compulsif. Vous ne savez jamais quand tombe la prochaine récompense. Vous continuez donc à jouer, espérant que la prochaine interaction sera le jackpot qui rendra toute la douleur acceptable. La phase aimante paraît merveilleuse, parce qu'elle arrive après une telle noirceur. Le contraste rend son affection plus précieuse, plus significative, plus digne d'être défendue. Vous vous dites que c'est son vrai visage, que la personne cruelle n'apparaît que lorsqu'elle est stressée, fatiguée, ou qu'elle affronte ses propres problèmes. Vous êtes convaincu que si vous devenez meilleur, plus compréhensif, plus patient, vous réussirez à faire rester la bonne version d'elle. Mais voici la vérité dévastatrice. Les deux versions sont réelles et calculées. La cruauté vous brise, vous rendant reconnaissant. Pour la simple décence, la gentillesse vous maintient investi, vous faisant croire que l'amour est possible si vous essayez assez fort. Ensemble, elles créent un cycle d'abus presque impossible à rompre, car il ressemble à l'amour le plus intense que vous ayez jamais ressenti. Vous commencez à marcher sur des œufs, surveillant constamment votre comportement pour éviter de déclencher l'interrupteur. Vous devenez hyper vigilant, scrutant son visage pour savoir avec quelle version vous traitez. Vous vous rétrécissez, réprimant vos besoins, vos opinions, votre personnalité pour ne pas réveiller le monde. Vous développez une anxiété qui vous suit partout, car vous ne savez jamais quand explosera la prochaine bombe émotionnelle. Cette imprévisibilité sert parfaitement leurs objectifs. Elle vous garde focalisé, entièrement sur eux, tentant de prévoir et de prévenir leur saute d'humeur. Elle vous rend docile, tant vous craignez leur côté sombre, et faites tout pour rester dans leur bonne grâce. Elle crée un lien traumatique où la même personne qui vous blesse est la seule à pouvoir vous guérir, engendrant une dépendance tordue, qui ressemble à l'amour, mais est en réalité une captivité psychologique. Souvenez-vous, la cohérence est le fondement de la confiance. Les personnes saines ont des humeurs, de mauvaises journées, du stress, et parfois, elles craquent. Mais leur nature profonde reste stable. Elles ne deviennent pas quelqu'un d'autre selon la présence ou non d'un public. Elles n'emploient pas la cruauté comme outil de contrôle. Si vous côtoyez quelqu'un qui semble deux personnes en une, vous ne faites pas face à une complexité ou à une profondeur supérieure. Vous affrontez quelqu'un qui utilise le terrorisme émotionnel pour contrôler votre vie. Le cinquième et dernier signe est le plus insidieux, car il se déroule si lentement que vous ne réalisez pas qu'il se produit avant de vous retrouver un jour face au miroir, sans reconnaître celui ou celle qui vous regarde. Le vol d'âme est l'érosion graduelle de votre identité, de vos rêves, de votre essence, jusqu'à ce que vous deveniez la coquille vide de la personne que vous étiez. Ce grand vol psychologique se fait par 1000 petites coupures. Ils offrent des conseils utiles sur votre apparence, vos choix de carrière, vos loisirs, vos objectifs. Ils soulignent des failles dans votre raisonnement, des faiblesses de votre caractère, l'irréalisme de vos rêves. Ils le font avec tant de sollicitude, d'amour apparent, que vous les remerciez pour leur honnêteté, même s'ils démontent votre confiance pièce par pièce. Ils commenceront par vos passions. Si vous aimez peindre, ils diront que vous n'êtes pas si doué, que c'est coûteux, que vous êtes trop âgé pour en faire une carrière. Si vous aimez chanter, ils suggéreront que vous êtes faux-fausse, que vous vous ridiculisez, que vous devriez viser plus pratique. Si vous aimez écrire, ils critiqueront votre style, votre grammaire, vos idées, jusqu'à ce que vous cessiez de partager vos écrits, même avec vous-même. Ils passeront à vos rêves. Votre projet de reprendre des études sera jugé irréaliste, compte tenu de votre âge et de vos responsabilités.
votre désir de voyager sera taxé d'évasion ou d'irresponsabilité financière. Vos ambitions professionnelles seront qualifiées de délire de grandeur. Ils se poseront comme la voix de la raison, la personne qui vous aime assez pour vous dire la vérité sur vos limites. Ils s'approprieront vos succès et amplifieront vos échecs. Quand quelque chose réussit, ils trouveront le moyen de s'en attribuer le mérite. Je suis si content que tu aies écouté mon conseil pour ce projet. Heureusement que je t'ai aidé ou à répéter ta présentation. Lorsque quelque chose tourne mal, ils veilleront à ce que vous compreniez que c'est entièrement votre faute, que vous auriez dû les écouter, que cela prouve leur point sur votre mauvais jugement. Le vol s'accélère à mesure que votre confiance s'érode. Vous cessez de prendre des décisions sans les consulter. Vous cessez de faire confiance à vos instincts. Vous cessez de croire en vos capacités. Vous devenez l'ombre de vous-même, n'existant plus que comme le reflet de leur volonté et de leurs désirs. Vous perdez votre voix, votre rire, votre étincelle, votre essence même. Le plus tragique, c'est que vous les aiderez à vous voler votre âme. Vous acquiescerez à leurs évaluations, intégrerez leurs critiques et abandonnerez vos rêves volontairement. Vous vous direz qu'ils sont simplement réalistes, qu'ils veulent vous protéger de la déception, qu'ils vous connaissent mieux que vous-même. Vous deviendrez complice de votre propre destruction. Mais voici ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Tout ce qu'ils vous ont volé existe toujours. Votre créativité, vos rêves, votre force, votre identité sont toujours là, enfouis sous des couches de manipulation et de fausses croyances. La personne que vous étiez avant eux, la personne que vous êtes destiné à être, vit encore en vous, attendant d'être redécouverte. Prenez un instant pour vous souvenir de qui vous étiez avant que cette personne n'entre dans votre vie. Qu'aimiez-vous? Qu'est-ce qui vous faisait rire? Quels rêves aviez-vous? Qu'est-ce qui vous faisait vous sentir vivant? Si vous avez du mal à vous rappeler cette personne, si elle vous semble un mine étranger air d'une autre vie, alors vous savez exactement ce qui vous a été volé. Maintenant que vous pouvez reconnaître ces 5 signes, la question est, que faire de ce savoir? La reconnaissance n'est que la première étape. La libération exige des actions, et l'action requiert un courage que vous ne pensez peut-être pas posséder. Mais vous l'avez. Il a toujours été là, attendant que vous voyiez assez clair pour l'utiliser. La première étape consiste à reconstruire votre réseau de soutien. Recontactez les amis et les membres de la famille dont vous avez été isolés, Vous serez peut-être surpris, de découvrir qu'ils espéraient votre retour. Excusez-vous si nécessaire, expliquez si vous le pouvez, mais ne laissez pas la honte vous empêcher de renouer avec ceux qui tiennent réellement à vous. La deuxième étape est d'établir des limites. C'est là que cela devient difficile, car ces manipulateurs sont experts pour démolir les frontières. Ils testeront chaque limite, pousseront chaque mur que vous érigez, et vous feront culpabiliser d'avoir des standards. Mais les limites ne sont ni des suggestions ni des négociations. Elles sont indispensables à toute relation dans votre vie. Certaines situations exigent un non-contact total. Si vous faites face à quelqu'un qui montre les 5 signes, qui a systématiquement vidé votre énergie, vous a isolé a déformé votre réalité, vous a terrorisé émotionnellement et a volé votre identité, alors vous n'avez pas affaire à quelqu'un avec qui raisonner ou que réformer. Vous faites face à quelqu'un qui vous voit comme une ressource à exploiter, non comme une personne à aimer. La troisième étape est de chercher une aide professionnelle. Des thérapeutes spécialisés dans les abus psychologiques peuvent vous aider à comprendre ce que vous avez vécu, valider vos perceptions et vous guider dans la guérison. Des groupes de soutien pour survivants peuvent vous mettre en lien avec d'autres qui comprennent exactement votre expérience. Ne tentez pas de guérir seul. La quatrième étape est de récupérer votre identité volée. Recommencez à pratiquer ce qui vous faisait sentir vivant. Reprenez les loisirs abandonnés. Reconnectez-vous aux rêves sacrifiés. Redécouvrez la voix qui a été réduite au silence. Cela paraîtra étrange au début, comme enfiler des vêtements qui ne vous vont plus. Mais peu à peu, vous vous souviendrez de qui vous êtes sous la manipulation. La dernière étape est d'apprendre à vous faire confiance à nouveau. Vos instincts, vos perceptions, vos émotions sont valables. Vous n'êtes pas fou folle, pas trop sensible, pas en train d'imaginer. Vous avez vécu quelque chose de réel et de dévastateur, et vos réactions sont parfaitement normales. Faites confiance à la partie de vous qui a reconnu ces signes, à celle qui savait que quelque chose n'allait pas,
à celle qui est assez forte pour changer votre vie. Rappelez-vous, le savoir est pouvoir, mais seulement si vous l'utilisez. Vous savez maintenant comment reconnaître les démons en habits ordinaires, voir à travers leurs masques, identifier leurs tactiques avant qu'ils ne vous détruisent. Vous avez les outils pour vous protéger et protéger ceux que vous aimez. Vous pouvez choisir des relations qui vous dynamisent au lieu de vous vider, qui célèbrent votre individualité au lieu de l'effacer, qui vous construisent au lieu de vous démolir. Ne retournez pas dans le bâtiment en flammes maintenant que vous savez qu'il brûle. Ne vous persuadez pas que vous pouvez les changer, les sauver ou les aimer assez pour qu'ils cessent de vous blesser. Ce ne sont pas des personnes brisées à réparer. Ce sont des prédateurs qui ont besoin de victimes, et vous n'êtes pas obligé à d'en être une. Vous méritez des relations qui ressemblent à un retour à la maison, pas à une zone de guerre. Vous méritez d'être aimé pour qui vous êtes, pas modelé selon les envies de quelqu'un d'autre. Vous méritez que votre énergie soit chérie, pas volée. Vous méritez que votre réalité soit respectée, pas distordue. Vous méritez la cohérence, pas le chaos. Vous méritez de garder votre âme. Les démons sont réels, ils sont parmi nous, et ils comptent sur votre ignorance. Mais maintenant, vous les voyez clairement, et une fois vus, on ne peut plus les ignorer. Utilisez ce savoir avec sagesse, faites confiance à ce que vous savez désormais. Et souvenez-vous que la chose la plus belle dans le fait de reconnaître un démon, c'est de réaliser que vous n'en êtes pas un. Vous êtes la personne qui choisit l'amour plutôt que la manipulation, la vérité plutôt que la tromperie, la guérison plutôt que la blessure. Vous êtes celle ou celui qui brise le cycle. Partagez ce savoir avec d'autres. Aidez-les à voir ce que vous voyez maintenant. Ensemble, nous pouvons créer un monde où ces prédateurs ne peuvent plus se cacher à la vue de tous, où leurs tactiques sont reconnues et rejetées, où chacun choisit la connexion authentique plutôt que le contrôle toxique. Les démons sont peut-être parmi nous, mais les anges aussi, et vous en faites partie.